Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des accélérateurs de confiance. Ce soir, nous allons parler donc de la communication interne et la communication externe. L'importance des mots que vous pouvez choisir sur finalement votre humeur, votre santé, votre pensée et puis votre vie en général. On va placer effectivement l'importance des impacts que ça peut avoir sur votre vie en général. Donc ce soir, Wilfried va bientôt arriver, mais Mélanie est avec nous cette fois. Je suis là. Bonsoir, Jérôme et Fabien. Bonsoir Mélanie. Et ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir Fabien Mangeot, expert, qui est expert dans le domaine de l'hypersensibilité et qui, parmi ces techniques qu'il utilise pour accompagner les hypersensibles, utilise la communication non violente. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Fabien de nous rejoindre ce soir pour nous présenter exactement qu'est-ce que c'est, puisque je trouve que ça rejoint beaucoup le thème qu'on va aborder ce soir. Bonjour Fabien. Bonjour Jérôme, bonjour Mélanie, et je suis aussi très honoré d'être parmi vous et de pouvoir contribuer à cette noble tâche que vous avez lancée. Un grand plaisir. Donc avant qu'on se lance dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs pour qu'ils sachent ce que tu fais exactement, puis après on enchaînera sur la communication. D'accord. Alors je suis praticien en coaching de vie et je me suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et atypiques. Je les accompagne en fait à faire de leur différence, qui est souvent une souffrance, à en faire une énergie positive en fait, à aller de l'avant et à transmuter ça et leur permettre d'exploiter leur talent. Donc effectivement, j'utilise des outils comme le coaching, la PNL, ça c'est assez classique, mais aussi la communication non violente, que j'appelle communication bienveillante. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mmh. Après, aussi j'utilise beaucoup la pleine conscience, que ce soit au niveau méditatif ou de soi-même, et dans tous les cas, dans la communication non violente, on va le voir, on revient sur soi, toujours en conscience. Et après, des outils que j'ai extraits des arts martiaux que je pratique depuis plus de 12 ans, quoi. Voilà. Wow, excellent. Du coup, ça nous fera une très bonne transition pour notre épisode prochain qui sera sur la méditation, justement. D'accord. C'est parfait. Alors, donc rentrons vite dans le vif du sujet. Donc, communication interne, communication externe. On va commencer par la communication interne. La raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est que tout simplement, quand on commence encore une fois son développement personnel, on se rend compte et on lit, on entend souvent que il faut faire attention à ses pensées et aux mots que l'on prononce. Et en l'occurrence, dans la communication interne, le sujet est extrêmement important parce que il faut quand même savoir que des études ont prouvé que 80% de notre journée où on est éveillé, on le passe à se parler à soi-même, dans sa tête, tout seul dans sa tête. C'est-à-dire que ce n'est pas quand vous parlez à quelqu'un ou quand quelqu'un vous parle, mais tous ces autres moments, donc finalement vous êtes tout seul avec vous-même, ça représente 80% de votre journée. Donc ce que vous vous dites de vous-même, la façon dont vous vous parlez est extrêmement importante, puisque finalement c'est le temps d'exposition que vous avez le plus important dans toute votre journée. Donc imaginez sur le long terme, si vous vous parlez en vous dénigrant, en vous insultant, en vous maltraitant, eh bien, vous finirez par en faire une personnalité, finirez par y croire, et finalement, deviendrez cette personne et aurez un comportement, une attitude, une identité complètement négative. C'est pour ça que c'était donc très important qu'on parlait ce soir. Je peux donner des exemples très simples. Effectivement, je suis sûr que pour chacun d'entre nous, on s'est retrouvé, on s'est pris en flagrant délit de se dire, après avoir raté quelque chose ou d'avoir oublié quelque chose, de se dire mais je suis con, pourquoi j'ai fait ça, ou je suis bête, je suis stupide, ou je suis tout ce que vous voulez. Et au final, se maltraiter ou s'insulter ou se dénigrer. Et sur le long terme, vous imaginez ce que ça peut faire sur votre estime de vous-même et sur votre personnalité. En l'occurrence, moi je peux en parler un petit peu, parce que c'est dû au fait que pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait psychologiquement, c'est assez facile à comprendre, c'est parce que toute votre enfance, vos parents vous ont très certainement souvent dit
et que vous étiez ceci, cela, que vous étiez bête, vous étiez ce que vous fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela, et finalement de temps en temps devait vous dénigrer, vous rabaisser ou vous calmer. Pareil dans votre éducation, vous avez, enfin dans votre entourage social à l'école, les gens ont quand même l'habitude à chaque fois même entre copains, de toujours s'insulter. On dit toujours c'est pour rigoler, on se donne des petits noms comme ça, mais au final, ça revient toujours au même. On se retrouve à se faire rabaisser, même si c'est pour rire. Imaginez également les profs que vous avez pu avoir. Vous êtes certainement tombé sur des profs que vous n'avez pas aimés et qui vous ont pas aimé et qui vous ont bien insulté au fur et à mesure. Bref, tout ça fait que toute votre éducation fait que de toute façon, à force, c'est le discours que vous avez reçu au fur et à mesure de vous avez grandi. Et donc maintenant, arrivé à l'âge adulte, ces gens-là ne sont plus au quotidien avec vous pour vous parler de la sorte. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez le relais, puisque c'est la communication normale que vous avez reçue au fur et à mesure, et vous prenez le relais de vos parents en vous auto-éduquant, en vous auto-insultant, en vous auto-dénigrant, en vous auto tout ce que vous voulez. Donc ça devient juste en fait une mauvaise habitude à prendre. Est-ce que vous reconnaissez dans l'explication que je viens de faire? Oui, carrément. Moi, j'appelle ça le petit hamster en fait qui tourne dans sa roue, qui des fois va sortir de la roue pour aller manger dans sa gamelle, puis va y retourner, il gamberge, il court, il revient manger un bout, et finalement il se rend pas compte que la porte de la cage est ouverte et que dehors c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus frais. Et voilà, c'est un peu l'image que je donne à chaque fois pour expliquer ce genre de concept. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un espèce de conditionnement, un conditionnement un peu insidieux finalement, qui se crée sans vraiment qu'on s'en rende compte, et jusqu'au moment où on arrive vraiment à faire un pas en arrière et puis à sortir de ça, à devenir un peu le témoin externe de ce fonctionnement, et ben on s'en rend pas compte finalement. Ouais. C'est tout le but. Donc Wilfried nous a rejoint ce soir. Bonjour Wilfried. Bonsoir à tous. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Wilfried. Wilfried, on commence à parler de la communication interne, et puis sur l'habitude de s'auto-insulter, s'auto-dénigrer, etc. Ça marche. J'avais cru comprendre effectivement en vous écoutant, là vous en étiez. Donc vous comprenez bien que grosso modo, les mots que vous prononcez à vous-même, quand vous êtes tout seul, ne sont finalement qu'une habitude que vous avez. Et vous prenez le relais de vos parents ou de vos amis, de la manière dont vous communiquiez quand vous étiez plus jeune. Et que comprenez bien que si vous passez 80% de votre temps à vous dire que vous êtes nul et pas intelligent et pas beau, eh ben vous allez le croire. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, 80% du temps d'exposition, on vous dénigre. Donc, à l'opposé, du coup, nécessairement, ce qui est intéressant à faire, c'est d'effectivement prendre conscience que c'est une habitude, de se rattraper à ce moment-là et faire en sorte qu'à force, dans des moments pareils, on s'encourage, c'est quoi l'inverse de se dénigrer? On se trouve beau, on s'aime, etc. Voilà, c'est de s'aimer, c'est de s'encourager, c'est de se remotiver. C'est l'estime de soi, quoi. Une image positive de soi-même finalement. De se parler correctement à soi-même, c'est important. Comme on pourrait parler à un enfant ou à quelqu'un d'autre qu'on aime finalement. Souvent, la manière dont on se parle à nous-mêmes, c'est bien pire que la manière dont on oserait parler à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Moi, je dis que c'est s'accueillir soi-même comme on est, avec ses pensées, avec tout ce qu'on est en fait, et dire je suis ça aujourd'hui, et de réfléchir aussi, de se demander aussi qu'est-ce que je veux devenir. Et entre les deux, il y a tout un chemin à faire, bien entendu, mais d'abord c'est s'accepter, s'accueillir. Et après, petit à petit, on peut chercher à s'aimer, mais ça c'est pas tout de suite, je pense. Ouais, je te rejoins effectivement, la première étape pour pouvoir évoluer, c'est de vraiment commencer à accepter. C'est le premier pas qui est important. Et, bon, arriver à s'aimer de façon inconditionnelle, c'est effectivement une étape un petit peu ultime, mais il y a encore un peu de travail pour y arriver, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et ça passe aussi par
Et là, je fais un grand écart par rapport à un des sujets qu'on va parler plus tard sur la pensée, d'arrêter de râler au quotidien. D'arrêter de râler, d'arrêter de critiquer ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe chez les autres, et finalement arrêter de s'exposer à une pensée catabolique, négative, qui au final va continuer à mettre de la boue dans votre cerveau plutôt que de l'eau limpide, on va dire. Absolument. En parlant d'eau, ouais, un exemple que j'aime bien utiliser pour illustrer ces propos, c'est les travaux qu'a fait Masaru Emoto, le chercheur japonais, qui a montré que il a fait des expériences en fait très concrètes, en montrant que les vibrations, les énergies des mots ou des pensées vont avoir un effet sur l'eau. Ce qu'il a fait par exemple, c'est qu'il a mis des mots du genre amour ou gratitude sur des récipients pleins d'eau. Et puis sur d'autres mots, il a mis des mots beaucoup plus négatifs comme haine, guerre, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, il a congelé ces deux récipients. Et ensuite, il a observé les cristaux qu'il a obtenus comme ça. Et il a vu que les cristaux enfin, dans les récipients qui avaient eu des mots positifs, ça donnait des cristaux absolument parfaits, magnifiques, alors que les cristaux qui avaient reçu des pensées de haine, de choses très négatives, avaient des cristaux complètement déformés, vraiment très laids. Et voilà, quand on pense que notre corps est en très grande partie constitué d'eau, on peut bien imaginer l'effet que nos paroles peuvent avoir, nos paroles ou nos pensées peuvent avoir sur nous-mêmes, sur nos cellules, si on les choisit pas avec soin. Exactement, ça fait peur. Quand on sait que les hommes sont faits à 75% d'eau et que les femmes à 80%, ça agit effectivement sur l'eau comme ça. Vous imaginez l'état de votre corps, l'énergie que vous pouvez avoir, les pensées que ça va faire, etc. Absolument. Donc, mesdames, attention encore plus à vos pensées. Plus attention. Donc ça, c'était la communication interne, très rapidement. J'espère que vous avez compris le principe. L'idée, c'est effectivement à terme de ces. Maintenant, la communication externe, c'est pareil. C'est-à-dire que le choix des mots que vous prononcez, quand vous communiquez avec quelqu'un ou quand vous exprimez vos pensées, c'est vraiment important également. Chaque mot a sa puissance en fait, et son sens. C'est assez important. Comme par exemple le mot essayer. Quand vous dites je vais essayer de faire cela. Déjà, le mot essayer rien qu'en lui-même, quand on prend l'usage du terme, on dit que en fait, on va faire. Enfin, si ça se trouve, on va même rien faire, et puis on part du principe qu'on va pas nécessairement réussir. Déjà, rien qu'utiliser le mot je vais essayer de faire ça, c'est pas la même chose que je m'engage à faire ceci. Donc typiquement, le mot n'a pas la même force. Et l'intention qui est derrière, finalement, parce que c'est ça qui est important, est intrinsèquement liée avec les mots que vous pouvez choisir. Ça, c'est un exemple de communication externe. Mais pour moi, l'intention, c'est vraiment ce mélange de la pensée, donc on pourrait dire quelque part du mot, qui va traduire la pensée, et d'une émotion. C'est-à-dire que si on a une pensée, par exemple, je vais l'étrangler, et qu'en plus on met une émotion de rage, là l'intention elle est vraiment très forte. Et c'est ça l'intention pour moi. Et c'est vrai que quand on commence à travailler en interne déjà ses pensées, puis qu'on prend l'habitude de travailler les mots qu'on va utiliser même pour traduire notre émotion ou notre pensée, on se rend compte qu'en face ça réagit plus pareil. Parce qu'en soi déjà on a commencé à se guérir soi-même. C'était voilà, c'est tout. C'était pour dire, et c'est ce que la CNV, on en parlera après certainement, nous invite à faire, quoi. Choisir les bons mots et exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi, quoi. D'abord. On va en parler juste dans quelques instants. C'est parfait. Mais effectivement, je pense que c'est ça l'idée qui est derrière, c'est que tout un tas de mots qui est important, comme je dois, il faut que,
je peux pas. Voilà, tout un tas de mots que vous choisissez. Il faut faire attention à quand vous les choisissez parce que ça a vraiment un vrai sens derrière et qui par défaut a vous savez déjà ce qu'il y a derrière. D'accord, et ça implique des choses. Donc, rien que pour vous-même, c'est important de choisir les mots que vous allez utiliser. Maintenant, il y a effectivement tout l'aspect communication extérieure finalement avec quelqu'un et toutes les implications que ça peut avoir sur une relation. Et là, typiquement, on peut effectivement commencer à parler, on en a déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent sur les types de personnalités, de tempéraments qui existaient. D'accord, on ne va pas parler de la même manière à des gens qui ont des tempéraments différents, mais pareil, par exemple, quand on prend l'outil de PNL, je pense que tu peux peut-être nous en parler un petit peu, Fabien, il y a beaucoup d'outils autour de la communication, enfin, dans la PNL, justement, sur faire attention à comment parler à une certaine personne à une autre, ou même faire attention à la gestuelle. Je crois qu'il y a tout un aspect langage corporel aussi. Oui, il y a de ça. Après, je sais qu'en PNL aussi, récemment, avec les neurosciences, il y a toute la partie du mouvement des yeux et tout ça qui serait un peu, entre guillemets, fausse, ou du moins pas complètement juste. Donc après, moi, le langage non verbal, ouais, je dirais que c'est assez intuitif pour ma part. C'est une capacité que j'ai naturellement. Donc j'ai commencé à lire, à m'intéresser à tout ça, puis je me suis dit, il faut que j'aille intellectualiser des choses que je fais naturellement. Alors j'ai zappé. Donc après la PNL, il y a plein de choses. J'utilise pas tous les outils de la PNL parce qu'il y a des choses que je trouve beaucoup trop cognitives. Alors que tout simplement, il y a juste à revenir dans le corps et parfois faire prendre la personne, pardon, je m'embrouille, faire prendre conscience à la personne de son corps, de ce qu'elle ressent, et tout simplement, elle se rend compte que, ben voilà, en mettant l'attention justement et l'intention sur ces endroits-là du corps qui sont en train de réagir, ben ça se calme tout seul, quoi. Moi, c'est plus mon approche, je simplifie. La PNL, pour moi, c'est quelque chose qui a été créé par des personnes qui sont beaucoup dans le cognitif. Mais après, c'est vrai qu'il y a des outils qui sont fabuleux, quoi. Mais les outils de communication, pour moi, sont un peu compliqués. Après, je n'ai pas été très loin, plus loin que ça là-dedans, quoi. En fait, c'est quand même surtout des outils qui peuvent être vraiment pratiques pour un coach. Parce que quand on est en train de parler avec quelqu'un qui est en train de chercher ses mots, qui nous dit des choses, on peut essayer de deviner par son attitude, en fait, par son comportement, par sa gestuelle, ce qu'elle va ou non nous cacher, de façon volontaire ou non d'ailleurs. Et un exemple assez concret, typiquement quand quelqu'un se met à regarder un petit peu comme ça vers le haut, si on regarde à gauche ou à droite, ça n'aura pas forcément la même signification. C'est comme ça, en fait, la PNL permet de comprendre si la personne est plongée dans ses réflexions ou alors plongée quand elle se projette vers l'avenir. C'est autant en fait d'exemples qui permettent de comprendre un peu mieux la personne qui est en face de nous. Un autre exemple qui est vraiment tout simple, c'est qu'une personne en face de nous se met à croiser les bras comme ça. Ça veut dire qu'en fait, elle est en position défensive et que du coup, elle se referme un petit peu sur elle-même et que du coup, effectivement, elle est peut-être mal à l'aise et c'est un outil supplémentaire, effectivement, qui peut être intéressant de comprendre. C'est de la communication, mais plutôt gestuelle et qui n'est pas verbale. Quel autre aspect qu'on pourrait parler sur la communication externe? Vous voyez d'autres points? Après, il y a plein de choses à dire là-dessus, je pense, au niveau entre ce que je veux dire et ce que l'autre a compris, il y a tout un processus de perte, on va dire, d'informations. Là, je ferai pas toutes les démarches parce que je les connais pas par cœur, mais en gros, c'est clair. Je crois qu'il y a 80% de pertes, je ne veux pas dire de bêtises. Peut-être que vous y connaissez plus que moi en chiffres. Je ne saurais pas dire quel est le pourcentage effectivement de pertes il y a, mais c'est vrai qu'entre ce qu'une personne a envie de dire, ce qu'elle va dire, ce que la personne va comprendre et ce qu'elle va interpréter, il y a effectivement tout un monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de réussir à reformuler, pour dire, écoute, tu m'as dit ça, moi voilà ce que j'en ai compris, est-ce que tu es d'accord? C'est ça. Faire un écho en fait, un écho verbal à ce qui a été dit. Et de toute façon, ça revient à la PNL. On peut aussi faire écho à la posture de la personne qui est en face de nous pour essayer de faire du mimétisme. Et c'est une fois qu'on arrive à mimer en fait
posture de la personne qui est en face de nous qu'on arrive à se synchroniser en fait. Et ça peut aussi être un outil intéressant pour essayer d'établir justement une communication. Donc, quand la personne en face de nous se sent à l'aise, mimer en fait sa posture. C'est-à-dire que si elle se tient debout, qu'elle croise les bras, on va faire pareil, on va se mettre debout, on va croiser les bras. Et naturellement, en fait, du coup, le dialogue s'en sort un petit peu mieux. Ouais, pour créer cette relation de confiance, ouais. Entre autres. Mais c'est là où l'art de la maïotique du coaching est super puissant, et l'écoute aussi, dans le sens où du coaching et de la CNV, parce que dans la CNV, il y a beaucoup de ça aussi. Et aussi de restituer ce qui a été dit mot pour mot, quoi, sans interpréter. Ça me fait penser, cette conversation me fait un peu penser aussi à l'analyse transactionnelle, où j'ai l'impression, je suis pas un spécialiste dedans, mais il me semble qu'il y a 3 types de positionnement où il y a l'enfant, le parent et le professionnel. C'est comme ça. L'adulte. L'adulte. Il y a l'adulte, le parent, c'est ça, l'adulte, le parent et l'enfant. Et en fonction de comment on va parler, c'est-à-dire si on fait une phrase qui est finalement on se comporte un peu comme un enfant, si la personne répond avec un autre, pareil, un comportement d'enfant, il va y avoir toute une communication qui s'installe, alors que s'il répond avec une position de parent, par exemple, la communication va être différente. Alors, je ne suis pas un expert sur l'analyse transactionnelle, mais il me semble que ça vaut le coup de creuser dessus. Il y a tout un échange entre ces 3 types finalement de communication. Voilà. Donc je pense que voilà, vous avez compris l'idée et donc de la communication externe. Et l'un des meilleurs exemples qu'on a trouvé pour ça, c'est justement la communication non violente, qui est quand même un bon framework en fait, un système qui est en place. Pouvoir bien communiquer avec. Fabien, justement, est-ce que tu peux nous introduire ce que c'est exactement? Pourquoi tu l'appelles bienveillant plutôt que... Mais justement, j'ai commencé par pourquoi je l'appelle bienveillante, tout simplement parce que dans non-violente, il y a non et violente. Et vu qu'on parle justement de la nature des mots et de leur vibration, je trouve que bienveillant, c'est plus bienveillant que non-violent. C'est plus positif et ça vibre pas pareil, quoi.